Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 6, l'avant-dernier pour clôturer la saison et la troisième année du podcast déjà, on l'enregistre, vous l'aurez remarqué, en ce mardi 20 juin, donc avec notre classique là, qui a été un peu la tendance de la saison 6 là, d'enregistrer avec certains décalages, donc soit un niveau d'occupation ou bien aussi, notez-le, là, les fameux congés de fête nationale Québec-Canada s'en viennent, là, qui à chaque année nous amène parfois à avoir des longs week-ends et à enregistrer un peu avec le temps, donc excusez-nous d'avance pour cette semaine et pour les semaines à venir. Semaine prochaine, épisode spécial, donc on va essayer de vous concocter, comme d'habitude, quelque chose de particulier, là. Probablement un stock picking. Ceux qui nous écoutent depuis assez longtemps le savent, là, c'est souvent notre genre d'épisode spécial. On va essayer de vous ramener certains collaborateurs spéciaux également là, pour faire quelque chose de particulier, surtout que c'est la fin de la troisième saison, là, donc de la troisième année complète du podcast déjà, avec, je le mentionne souvent, là, un épisode par semaine de manière constante, là. Donc on veut le célébrer, là, ça reste un accomplissement. C'est devenu presque un acquis là, d'enregistrer les podcasts une fois semaine, mais j'avoue que c'est bien de voir, en bon anglais, les milestones qui passent. On vous fait aujourd'hui tout de même pas un épisode, pas l'avant-dernier épisode d'une saison qui est basé sur des sujets un peu pourris, là. C'est plutôt des bons sujets. Je les ai proposés, donc Gab va dire que je mets des astérix, que je m'auto-donne une tape sur les épaules, là. Mais on va vous faire deux au son de la cloche. Quand même assez tiré de l'actualité d'ailleurs, là, vous allez voir. Un premier lié à un monde sportif qui m'intéresse beaucoup, mais également plus loin au monde automobile. Et la deuxième partie là, liée à un homme qu'on a parlé à maintes reprises, un investisseur qu'on a parlé à maintes reprises qui montre un intérêt là, pour certaines bourses, certains marchés internationaux, là. Donc, je fais comme toujours un peu de spoiler. Mais étant donné qu'on va parler de compagnies listées, je pense que c'est très important, Gab, que tu fasses le disclaimer au début de l'épisode. Ouais, bah effectivement, comme tu l'as bien dit, JP, effectivement, on va parler de deux compagnies, en fait, d'une compagnie listée, mais d'un investisseur que vous reconnaîtrez probablement. Moi, je vais faire le spoiler Warren Buffett, là. Donc, sa compagnie est en bourse, donc évidemment, tout ce qu'on dit, vous êtes bien au courant. Il s'agit de notre opinion personnelle, il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement. On vous invite à prendre contact avec un expert qui est autorisé aussi à vous donner du conseil. Lui seul ou elle seule sera en mesure de pouvoir déterminer avec vous si c'est la chose qui vous correspond et si ça convient à votre stratégie d'investissement. J'en profite en fait aussi pour m'excuser parce que je ne sais pas si vous entendez avec le micro là, j'espère que non. Mais j'ai un petit rhume, donc il se peut que j'ai ma voix avec légèrement le timbre déplacé en fait avec évidemment mon nez bouché, donc veuillez m'excuser. Malheureusement, la saison des rhumes des foins au Québec a tendance à revenir et à repartir là, donc c'est comme un peu détraqué là, donc encore une fois vraiment désolé. Puis j'espère que ça va pas dégrader la nature du podcast. Puis si c'est le cas, j'en suis le premier désolé et vous pourrez m'insulter copieusement dans les commentaires. Euh, pour le coup, je les lirai pas si c'est le cas là. Donc, je te propose, JP, je sais pas ce que t'en penses pour lancer le premier jingle. Absolument. Donc, commençons le podcast en force avec le premier au son de la cloche. C'est parti. Parfait. Donc, je l'ai dit, là, on voulait faire une thématique automobile, thématique sportive, là. Donc, le sujet est la relance d'Aston Martin, compagnie qui est très proche du monde, bon, oui, compagnie automobile britannique qui, depuis 2020, là, avril 2020 pour être exact, là, est tombée sous les mains de l'homme d'affaires et milliardaire canadien Lawrence Stroll, qui est également le père de Lance Stroll. C'est là le petit topo sportif, là, étant donné que je suis un grand fan de F1. Le Grand Prix du Canada était le week-end passé, là, donc avec une magnifique deuxième place de Alonso, là, Fernando Alonso, qui est court justement pour Aston Martin Koenigsegg, si je ne me trompe pas, là, pour ne pas nommer un de leurs sponsors principaux, mais qui est aussi possession là, de Lawrence Stroll, et Lance a fini, je pense, huitième ou neuvième, bref, là, une position tout à fait honnête, même si Gab va continuer de le clasher, là. On était juste derrière avec notre cher Canadien national, un de vos Français, donc Esteban Ocon, a fini de manière très chanceuse devant la légende qui est Lance Stroll. Bref, Gab est sur mute et n'est pas en énorme état, donc je sais que je peux discuter et ne pas avoir de débat, donc j'en profite. Bref, c'est pour dire que c'était parfait pour en parler.
Et c'est quand même assez intéressant de voir qu'est-ce qui s'est produit avec Aston Martin. On en parle souvent, le secteur de l'automobile a été marqué, oui, bon, par Tesla, qui est la plus grande capitalisation boursière, s'en sort super bien et est rendu presque avec un culte, amène beaucoup de renouveau au niveau des véhicules électriques. Il y a eu aussi de grandes transitions qui ont été faites pour les plus grandes marques, par exemple américaines. Mais on oublie un peu les marques de luxe. Et Aston Martin a toujours eu un peu une approche qui était différente, surtout depuis qu'ils ont décidé d'aller de l'avant avec un IPO. Là. Je ne me trompe pas, ils ont commencé en 2015 à être une marque de luxe. Il n'y en a pas beaucoup de marques de luxe en fait qui sont transigibles sur les marchés. Et Aston Martin en 2015, en faisant leur IPO, leur premier appel public à l'épargne en français, euh, ça n'a pas super bien été. Là. Dès que l'IPO a eu lieu, ils ont perdu, je pense, près de 90% là, de leur valeur au niveau de leur listing à Londres. Et ils se sont retrouvés en 2020 là, dans une situation qui était extrêmement précaire. On sait que c'est une marque quand même de renom. Là. C'est, comme je dis, c'est une marque de luxe, mais c'est aussi lié au fameux film James Bond et compagnie. Donc il y a quand même beaucoup d'images et d'historique derrière la marque. Mais ça se portait pas très très bien et c'est là où Lawrence Stroll est arrivé et a pris par là, une possession, je pense, autour des 28%, si je ne me trompe pas initialement. Là. Donc, c'était devenu l'actionnaire majoritaire de la compagnie et a été en mesure, avec toute son expertise. Lawrence Stroll est très polarisant. Là. C'est quelqu'un qui, surtout maintenant qu'il est dans le milieu de la F1 également, on en entend encore plus parler pour les bonnes ou les mauvaises raisons. Mais c'est quelqu'un qui a quand même une expertise au niveau de la prise de possession de marques de luxe ou du moins de prendre des compagnies qui sont dans des situations un peu précaires et de les ramener à l'avant-plan. Et c'est ce qui s'est produit. Tout récemment, c'était début juin, si je ne me trompe pas. Là, il a réduit là, de son fameux 28% de possession des shares à 21% en vendant à une compagnie qui s'appelle Geely, un car maker chinois pour être exact, qui a décidé de prendre possession à 17,2%. Bref, c'est pour dire qu'on a maintenant Lawrence Stroll qui est toujours l'actionnaire principal. On a le PIF, pour ne pas en reparler parce qu'on en parlait la semaine passée, qui est le deuxième actionnaire d'Aston Martin et maintenant la compagnie Geely qui est numéro 3 et Aston Martin se porte quand même beaucoup mieux. On recommençait à faire de la production de certains véhicules qui étaient un peu au ralenti. On sait que lorsque leur premier appel public à l'épargne avait été fait et que ça allait pas super bien, ça se vendait pas beaucoup. Les vendeurs automobiles se retrouvent avec beaucoup de véhicules dans l'inventaire sans que ça se vende. Bref, on voit quand même un renouveau, une marque de luxe qui reste accessible au niveau des marchés pour n'importe qui a un intérêt, mais qui recommence à vendre des véhicules à des prix qui sont aussi raisonnables en termes de marge. Là, on s'entend que les marques de luxe, ils font des véhicules qui sont de qualité, oui, mais leurs coûts ne sont pas si élevés que ça. Il faut que la compagnie soit en mesure d'être solvable financièrement avec des prix au retail qui sont quand même assez élevés. Là. Donc, on voit beaucoup l'impact de Stroll, on voit beaucoup l'impact également, comme on l'a dit, de la F1 qui a ramené vraiment, ça a beaucoup redoré le blason du car maker qui est en arrière. Et de parler après dans les mêmes discussions qu'on voit à la fois de Mercedes et d'Aston Martin, ça aide beaucoup à faire de la liaison entre les deux marques, ce qui n'est pas mauvais du tout pour Aston Martin. Donc on voit quand même depuis 2015, depuis l'IPO, depuis 2020, avec la reprise de Lawrence Stroll, en quelques années, à peine 3 ans, elle est en mesure de vendre là, justement un certain pourcentage de ses parts pour plusieurs centaines de millions de pounds, ce qui veut quand même tout dire là, sur le fait que c'est pas non plus une compagnie qui se porte mal maintenant et c'est un excellent coup au final de Stroll qu'il a réussi à faire. On verra la suite. C'est sûr que comme on l'a dit, ça reste une compagnie de luxe, ça reste une compagnie de véhicules euh, principalement au gaz. Donc, il y a encore une énorme transition qui est à faire dans l'industrie des véhicules de luxe. Ça se fait quand même bien pour certains compétiteurs. Aston Martin a du travail à faire là-dessus. Mais quand même assez intéressant le parcours d'Aston depuis l'IPO de 2015. Ouais, bah ça va être peut-être je vais rajouter peut-être quelques points, si tu le permets, JP, plus au niveau peut-être de l'analyse financière. Là, comme tu sais, j'aime bien le faire en regardant un peu avec au niveau des chiffres. Là. C'est sûr, comme tu l'as dit, Aston Martin va mieux, mais ils sont pas non plus encore sortis totalement du pétrin. Parce que comme tu regardes les chiffres, effectivement, plus en termes de rentabilité, alors vous vous souvenez, les fameux chiffres qu'on sort souvent en fait en termes de rentabilité, bah, c'est le fameux EBITDA, donc Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Et bien ces dernières restent encore négatives hein, à l'heure où on se parle, hein, puisque Aston Martin, alors qu'elle générait un BAYA, donc en français, traduction de EBITDA, d'environ 180 millions de pounds quand on était au niveau de l'horizon 2018-2019,
et ben ce dernier reste, comment dire, négatif aujourd'hui. Au plus bas pendant la pandémie, c'est clair, il était à moins 180 millions de pounds sur les 12 derniers mois. Donc ça, c'était au niveau de la fin 2020. Et ben ce dernier, maintenant, aujourd'hui, il va beaucoup plus se tabler autour des moins 20 millions de pounds. Donc on va mieux, mais encore une fois, c'est pas encore parfait. Un point qui est très important aussi à considérer, c'est sûr, bah, c'est que c'est une industrie, comme tu l'as dit, qui est niche, etc., mais qui est surtout soumise, je pense, à pas mal de risques, effectivement, qu'on a observé en fait depuis la pandémie, mais notamment bah, l'inflation, surtout sur les salaires, sachant que la main-d'œuvre qui est requise pour fabriquer ce genre de véhicule est extrêmement bien rodée, hein, puisque c'est de la main-d'œuvre qualifiée. Or, dans la plupart des pays développés, dans les pays de l'OCDE, en fait, bah, c'est ce qui manque. En fait, c'est de la main-d'œuvre technique euh, coûteuse, et cette dernière a beaucoup augmenté en termes de prix. En fait, les prix de la main-d'œuvre sont difficilement soutenables, ce qui fait que les marges ont eu tendance à se compresser pas mal dans ce genre d'industrie. Puis on voit les mêmes effets chez les autres grands géants de l'industrie. Et c'est pour ça que tu as mentionné une tendance qui est assez intéressante. C'est vrai qu'il y a peu de compagnies en bourse de luxe, en fait. Et ben, pour une raison simple, c'est que euh, la première, en fait, c'est souvent c'est incorporé pardon, dans des très grands conglomérats au niveau de l'automobile. Le meilleur exemple étant Porsche, puisque je pense que Porsche appartient à Audi, si je ne me trompe pas, et Audi appartient à Volkswagen, donc ça fait partie du Volkswagen Group. Et la plupart, en tout cas des autres marques, etc., bah, sont affiliées aussi à des géants en fait de l'industrie. Il y a Et c'est Daimler également, si je me trompe pas. Mercedes-Benz est possédé par Daimler, si je me trompe pas. exactement Daimler, Mercedes, etc. Mais bon, Mercedes, c'est pas non plus. Oui, ce sont des véhicules de luxe pour monsieur et madame tout le monde, hein, mais ça reste en dessous en termes de gamme, de positionnement de marché. C'est pas des véhicules de sport comme peuvent l'être par exemple, bah, les Ferrari, les Lamborghini, etc. Bon, les voitures de millionnaires là, qu'ont que ça à faire de leur argent là, mais bon, ça rendu là, tu vois, ça reste deux segments très différents, tu vois. Et c'est vrai que le métier de l'automobile reste un métier assez peu rentable en fait sur ce genre de segment, parce que c'est extrêmement cher de développer des technologies complexes. Le nombre de véhicules qui sort aussi souvent d'usines et reste très faible. Je crois que d'ailleurs, justement, comment ça s'appelle là, les fameuses voitures là qui sont inachables, les Bugatti, j'ai perdu le terme. Et ben les Bugatti, par exemple, ils n'en sortent que seulement quelques centaines en fait par véhicule qui lance. Donc, par exemple, les fameuses Bugatti Chiron, par exemple, bah, je crois qu'il y en a à peu près 500 en circulation. Corrigez-moi si je me trompe hein, dans les commentaires. Là, pour le coup, je lance des chiffres comme ça. Là, mais je sais il n'y en a que seulement quelques centaines en fait à chaque fois. Parce que ça coûte très cher à développer. La main-d'œuvre est qualifiée. Tout est fabriqué évidemment sur mesure, fait main. Ce qui fait qu'effectivement, les coûts de manufacture restent très élevés par rapport aux autres grandes marques qui, elles, pour le coup, sont les industries peut-être les plus optimisées en termes financiers, comme l'est par exemple le secteur de l'aviation, dont on avait parlé il y a quelques temps avec les compagnies low cost comme Ryanair ou EasyJet. Bah, ce genre de compagnie génère, est très rationnel au niveau de ses coûts. Évidemment, tout est fait pour optimiser le moindre dollar, évidemment, dans la voiture dans l'avion. Et c'est la même chose dans l'industrie automobile. Tout est fait pour contrôler les marges et les garder à un point soutenable assez intéressant. D'ailleurs, la plupart des co-constructeurs automobiles vont générer des marges brutes qui sont déjà à deux chiffres. Donc, ce qui n'est pas le cas de la plupart des manufacturiers de voitures de luxe, parce qu'encore une fois, leur manufacture coûte cher. Les intrants dans la fabrication coûtent cher. Et je pense que tu peux regarder là-dessus, pour nos auditeurs, ils peuvent regarder l'excellente vidéo, enfin, série de vidéos de Villebrequin là, sur quand ils ont fabriqué leur espèce de multiplat à 1000 chevaux. Là, c'est extrêmement drôle. Là, mais il parlait que justement, c'est con, hein, mais un moteur sur mesure, c'est 350 000 euros. Tu vois, un moteur de 1000 chevaux, donc évidemment, bon, Aston Martin, c'est pas le même niveau aussi de puissance, enfin, même si, bon, tu l'as mentionné, c'est la voiture de James Bond, etc. Et ben, ça fait qu'effectivement, ça, comment dire, pardon, euh, c'est pas aussi rentable. Par contre, autre point, puis ça, je peux rembarquer là-dessus, puis après, je pense qu'on pourra terminer le segment, JP, ou à moins que tu aies d'autres points ou autres constats à rajouter, là, mais ce que je trouve intéressant, par contre, c'est le fait qu'ils aient une écurie en Formule 1. Alors, je sais pas comment est foutu le système. Est-ce que c'est un système de franchise ou est-ce que c'est
Comment tu fais pour acheter une écurie de Formule 1? Souvent, les écuries passent de main en main, là, si je me trompe pas. Aston Martin a été renommé après, je pense que c'était Sauber ou un truc comme ça, là, mais initialement, je pense Stroll a acheté une autre marque et là, changer de nom au final, ou juste acheter une écurie puis le changer de nom, là. Le branding, tu fais un peu ce que tu veux au final, mais en général, c'est toujours la même entité qui est juste vendue de main à l'autre. C'est très rare que tu aies une nouvelle écurie qui part de zéro et qui est ajoutée en Formule 1. Corrigez-moi, je pense pas que c'était Sauber, mais si je le retrouve, je reviens. C'était le C'était Force India, non, un truc comme ça, Force là où India, exactement. ouais, Force c'est India. ça. Bref, je sais plus, le système est un peu comme des franchises nord-américaines, en fait, au final. T'achètes une écurie, puis le but, c'est juste tu reçois des droits télévisés. Je sais pas du tout comment ça fonctionne, hein, donc ne me juge pas, là, mais c'est à peu près comme ça que ça marche. Et en fonction du gain que tu fais au niveau du classement constructeur, tu reçois une somme d'argent plus ou moins grosse. Enfin bref, j'assume que c'est ça. Et ben ça, ce genre de système, effectivement, dans le sport, et ben, va au-delà de tout raisonnement économique. Et comment je me base? Ben, je me fie sur ma thèse, puisque c'était mon sujet de thèse de maîtrise, sur les franchises de sport, et ben, elles génèrent assez peu de revenus, génèrent au final pas vraiment de bénéfices, mais ce sont des actifs un peu comme des trophées, tu vois, qui servent un peu comme dans l'investissement dans l'art, tu vois, ça te permet d'acheter puis de revendre, c'est juste un moyen de stockage de la valeur qui est assez intéressant. Donc ça, pour ça, oui, en effet, ça peut permettre effectivement d'augmenter non seulement le branding et la valeur de cette marque, rien que parce que c'est une écurie en fait de Formule 1, tu vois. Donc au-delà du raisonnement économique qu'on doit utiliser quand euh, on a un raisonnement financier, et ben là, il faut avoir un raisonnement beaucoup plus artistique en fait, parce que ça génère assez peu de valeur finalement sur le côté écurie. Par contre, je sais pas si effectivement l'écurie est réellement dans les comptes en fait comment dire de la compagnie publique. Donc corrigez-moi encore une fois si je me trompe, mais je pense qu'effectivement il y a quand même un actif. L'actif a gagné de la valeur parce qu'il y a une écurie de Formule 1 probablement qui est associée dessus et une écurie qui est performante, comme tu l'as mentionné, GP dans les derniers temps. Euh, Encore une fois, tu le sais, je suis pas tant la F1, donc si je raconte des grosses conneries, mettez-le en commentaire, puis là, pour le coup, je l'apprendrai en tout cas de vos retours. Exact. Puis c'est juste pour me corriger d'ailleurs, là, à noter 2018, la IPO de Aston Martin. 2015, c'était la IPO de Ferrari. Quand même assez intéressant, je le dis. Il n'y a pas beaucoup de marques de luxe qui étaient listées, mais Ferrari l'avait fait également. Bref, je voulais également noter, là, et tu en parlais, ma vision, et ce n'est pas un place au débat, c'est que la compagnie U3, là, qui est le véhicule d'investissement justement de Lawrence Stroll, n'aurait pas réussi à faire le genre de retour qu'il a fait présentement sur leur acquisition du manufacturier automobile Aston Martin sans le branding qui a découlé de la Formule 1. Parce que oui, leur performance n'a pas toujours été parfaite, mais ils ont toujours eu des pilotes de renom. Oui, il y a eu Stroll, là, qui a littéralement un des deux sièges à cause de son père. Ça, je ne me cache pas en tant que Il est Canadien nul, là-dessus. quoi. Il faut le dire. Il Ben, faut le dire objectivement. je veux dire, il a quand même un certain talent, là, mais il est là parce que son père est propriétaire de l'écurie, ça c'est un autre sujet. Mais ils ont eu à l'époque Sébastien Vettel, qui est un grand champion du monde. Maintenant, ils ont Fernando Alonso, qui est aussi un grand champion du monde. Donc, ils ont quand même une association avec des grands talents, avec des personnalités énormes du monde du sport, énormes du monde du luxe, qui tu sais, sont respectés par l'ensemble des fans de F1 à travers le monde. Et il y en a des milliers, des milliers, des millions et des millions, surtout avec Drive to Survive en plus. Donc, je pense que et Lawrence Stroll, la qualité qu'il a fait et les autres marques qu'il détenait là, par U3, on peut parler de Ralph Lauren, de Michael Kors, etc. C'est du branding. Et je pense que c'était vraiment le meilleur move vient de ce qui s'est passé avec l'explosion de popularité de la F1, en plus justement de l'emphase qui a été mis sur les pilotes de renom et les pilotes de talent comme Vettel qui était à l'époque et maintenant Alonso. Donc je pense que le retour vient directement de ça. Maintenant, qu'est-ce qui découlerait au niveau de Aston Martin, la compagnie manufacturière automobile, si Aston Martin F1 n'existait plus? Je pense que ça redeviendrait du pareil au même. Je ne sais pas à quel point est-ce que l'intérêt lié à Aston Martin est vraiment stable et périn pour que la compagnie continue d'opérer. Moi, je vois vraiment une association directe dans ce qui se passe au niveau de la F1. Il y a un intérêt d'acheter une Aston Martin pour la vie de tous les jours, par exemple, parce qu'on voit cette voiture-là concurrencer avec des Ferrari, concurrencer avec des Mercedes, etc. Alors qu'en réalité, comme on le sait, c'est pas une Aston Martin avec un moteur Aston. Je veux dire, la voiture de Formule 1, c'est un moteur Mercedes avec un châssis, non, c'est plus trop qui. Donc, mais c'est juste l'association qui fait en sorte que, à mon avis, le branding marche très bien. Donc, tout ça pour dire, c'est un bon
coup de la part de Lawrence Stroll. À voir maintenant en tant que compagnie listée quelle va être sa performance à l'avenir. Mais il faut dire, depuis 2020, ça fait 3 ans avec la pandémie et tout, cette compagnie-là se porte quand même beaucoup mieux. Aurait très bien pu tomber en 2020 avec la pandémie, on n'en aurait jamais entendu parler par la suite. Donc tout de même, ça se porte quand même bien. Passons maintenant au deuxième segment, donc le second, au son de la cloche. Parfait. Donc, je vais profiter de l'occasion. Gab a déjà parlé du sujet, là. On veut parler de Warren Buffett et de l'augmentation des investissements de Berkshire au niveau du marché japonais, des marchés financiers japonais. Donc, on avait déjà fait un topo là, sur le système japonais, là, quand même très, très, très intéressant au niveau de comment est-ce que les conglomérats sont regroupés et tout avec une entité financière. Super intéressant. Le marché se porte beaucoup mieux. Je veux entamer tout de même avec une pointe envers moi-même, là. Donc, lorsqu'on est en off, on choisit les sujets. Je revenais du travail, j'étais dans mon autobus incitatif pour quitter la magnifique île de Montréal et j'ai écrit à Gab Warren Buffett avec un seul T, comme si je parlais d'un buffet. Je dois te donner les points, Gab. Ta blague et ton retour étaient excellents de mentionner. Est-ce que je C'était, parlais d'un buffet de sushi? Je te le permets, c'était tout à fait pertinent. Euh, mettez-vous un peu dans le contexte, c'est ce genre de blague, de dad jokes de piètre niveau que je fais tous les jours. Donc, Et c'est si vous voulez, effectivement mon genre de blague à 2000%, et c'était la bonne blague pour un 7h PM de quelqu'un qui vient de travailler 10 heures et qui rentre du bureau, là. Donc je l'ai bien ri dans l'autobus avant de réaliser, ça m'a pris quelques temps avant de réaliser que j'avais effectivement oublié un thé. Bref, c'est pour dire que je voulais me faire la pointe à moi-même. Mais effectivement, c'était publié d'ailleurs, je pense aujourd'hui, là, j'ai vu l'article qui est sorti sur CNN au niveau de Buffett. C'est toujours intéressant de voir parler de Buffett, puis CNN en profite toujours pour avoir un max de clics, là, on va pas se le cacher. Mais c'est vrai que la stratégie de Berkshire fait en sorte que maintenant, le pourcentage de détention dans des compagnies japonaises devient la plus grande part des investissements à l'extérieur des États-Unis pour Berkshire. Ça veut tout dire parce qu'on sait que Berkshire ne va pas premièrement commencer à investir si ce n'est pas sur le moyen terme, long terme, mais il ne va pas non plus augmenter leur position comme ils ont fait dans les dernières semaines au niveau des compagnies japonaises qu'ils détenaient, si ce n'est pas également parce qu'il y a un intérêt réel à ce que ça continue. Donc, pour vous donner des quelques noms là, des compagnies, et je vais peut-être en massacrer quelques-unes, là, mais en date de Monday, en date d'aujourd'hui, on parlait de détenir un peu plus de 8,5% dans les suivantes, donc Itoshu, Marubeni, Mitsubishi Corp, Mitsui et Sumitomo. Donc, Mitsui et Mitsubishi sont les deux plus connus et probablement les deux plus grandes. Donc, des parts de 8,5% au moins qui ont été en augmentation. C'est pas les mêmes partout, bien évidemment. Et c'est quand même en bonne tangente avec le contexte économique japonais qui se porte beaucoup mieux. Là, on sait qu'il y avait des problèmes au niveau de la déflation ou la stagflation au niveau du Japon depuis des décennies. Gab, tu en avais parlé lorsqu'on avait justement fait un petit topo sur le secteur financier japonais. Présentement, on se retrouve avec un taux d'inflation qui est bas par rapport à ce qu'on vit, nous, en Amérique du Nord et en Europe, là. Mais se porte quand même beaucoup mieux et ça aide énormément à remettre l'économie japonaise sur les rails. On sait également que le système financier, l'économie, le gouvernement japonais est très stable. A beaucoup également, et on ne va pas faire une petite salutation à Carlos Ghosn, je sais que Gab, tu allais faire la référence probablement, mais ils ont un système qui est quand même assez strict également, ce qui n'est pas mauvais pour les investissements étrangers. Et on le remarque au niveau de la performance, par exemple, du Nikkei, le Nikkei 225, là, qui présentement, si je ne me trompe pas, est en hausse d'à peu près 28% depuis le début de l'année, dont certaines compagnies, là, dont Marubeni, là, dans lesquelles justement Berkshire a augmenté sa prise de position. Je pense qu'ils ont augmenté de 62% depuis le début de l'année, là. Donc, des performances de titres qui sont très intéressantes, des indices tout aussi intéressants pour un secteur là, qui est encore une fois très bien diversifié, mais aussi très stable et très intéressant. Donc, c'est ce qui amène un peu un intérêt, c'est que du jour au lendemain, oui, on pourrait avoir une diversification du portefeuille de n'importe qui, à la fois d'autres compagnies que en tant que petit investisseur. Ça peut être intéressant de s'exposer à un marché qui inclurait le Japon, ou même à des indices ou à des ETF, par exemple, qui incluraient le Japon, parce que c'est très rare qu'on a pensé à ça comme étant, oui, une source possible de retour qui dépasserait ce qu'on peut connaître, encore une fois, au niveau de l'Europe, au niveau des indices européens, par exemple, au niveau des indices américains et canadiens. Mais c'est le cas. On l'a vu cette année, c'est toujours un peu des hauts et des bas. On est encore un peu dans un limbo dans le système financier, dans les systèmes financiers occidentaux. Mais c'est bien de voir que le Japon reprend vraiment très bien. Il y a de très, très belles compagnies. Moi, j'ai toujours eu une appréciation et on avait parlé dans le podcast sur le système financier japonais. J'aime beaucoup le système là-bas. On t'en parlait, Gab. Euh, les conglomérats sont un peu chose du passé là, au niveau de ce qu'on connaît en Amérique du Nord. Le secteur automobile est encore un peu axé sur les conglomérats, mais il y en a de moins en moins.
Le Japon, ça fait des décennies que c'est comme ça et ça fonctionne super bien. C'est stable, c'est bien rodé et c'est le fun de voir qu'ils n'ont pas eu besoin de changer leur système financier pour enfin obtenir des retours intéressants et avoir justement des compagnies qui sont de plus en plus porteuses de croissance à moyen terme et à long terme. C'est ça que je trouve beau un peu, c'est que c'est vraiment l'économie qui devait se remettre. Une fois que l'économie se remet, ben, le système financier a toujours été fonctionnel et opérationnel et très intéressant. Au Japon, juste, on ne regardait peut-être pas assez en tant qu'investisseurs occidentaux parce qu'on avait peur de ce qui se passait avec l'économie. Donc, moi, c'est ce que j'aime. J'aime me dire que, bon, si Buffett a réinvesti, rendu avec plus de 8,5% dans les principaux conglomérats listés japonais, je me dis, bon, il est peut-être trop tard, mais quand même, c'est le fun de voir que c'est un système financier qui se porte beaucoup mieux et chez Gap, tu as peut-être quelques points là, que tu pourrais ramener un là-dessus, mais également sur des points qu'on avait discutés. Là. Le système financier et l'économie, ça n'a pas très bien paru, puis ça faisait très mal aux Japonais et aux compagnies japonaises dans les dernières années. Le contexte n'était vraiment pas favorable. Ouais, bah c'est vrai qu'effectivement, et puis je pense que je l'avais déjà pas mal expliqué dans l'épisode qu'on avait fait il y a quelques temps, en fait, sur les conglomérats, mais c'est vrai que le système économique japonais a connu, en fait, 30 années, on va dire, de galère, entre guillemets, relative versus les autres pays, notamment un ralentissement de leur croissance. Alors on sait que c'est dû à des facteurs très divers, hein, notamment démographiques, on l'a déjà dit. C'est vrai que je pense que c'est un des gros problèmes qu'a le Japon, c'est que sa population vieillit. Ils ont un solde migratoire même qui est quasiment à zéro, hein, puisqu'il y a très peu d'immigration au Japon et très peu d'expatriation aussi. Donc ça demeure un pays qui est assez peu dynamique sur le point de vue démographique. Comme tu l'as dit, effectivement, un endettement public très élevé, puisque le Japon a un endettement public, à mon souvenir, aux alentours qui dépasse les 200% de son PIB, donc, et ça depuis des années. Par contre, c'est contrebalancé effectivement par un régime de taux d'intérêt extrêmement faible, un yen qui est quand même une monnaie, comment dire, relativement faible versus le dollar américain. Alors bon, ça aujourd'hui, il s'est un peu revigoré avec évidemment la bonne performance des indices japonais, là, puisque je crois que il s'est stabilisé aux alentours des 100 enfin, en tout cas le yen est à peu près en CAD, c'est un CAD, c'est à peu près 100 yens, là, donc c'est 1 USD, c'est à peu près 120 yens à mon souvenir. Là, donc, c'est, ce taux de change est resté relativement stable depuis quand même quelques années. Là, donc, c'est d'ailleurs un des attraits aussi du Japon, hein, c'est qu'il a aussi pour le coup une monnaie relativement stable et un état de droit, comme tu l'as mentionné, quand même qui fonctionne. Bon, on sait que ça vient évidemment avec des contraintes à relancer le débat autour de Carlos Ghosn, on s'en en parlera pas parce que sinon ça prendra trop de temps. Là, vous connaissez Ah, tu parlais d'expatriation, j'ai failli dire sauf dans des caissons d'instruments de musique. Ça, par contre, ça passe bien. Exactement, exactement. Mais c'est pas vraiment, c'est de l'exfiltration. Là, c'est un peu différent. Là, Effectivement. exfiltration avec d'un commando des forces spéciales. Enfin bref, drôle de paradoxe, hein, mais en tout cas, bref. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah voilà, le Japon revient effectivement sur le devant de la scène temporairement, effectivement. Parce que, comme tu l'as dit, bon, alors il y a un cadre économique un peu plus sain depuis en fait la fin du Covid, parce que l'inflation, là, alors que le Japon vivait dans une situation, comme tu l'as dit, de déflation, donc où les prix baissent, qui fait que l'économie en situation de déflation est pas dans une très bonne forme, parce que les gens préfèrent différer, en fait, consommer. En fait, ils préfèrent ne pas. Tu peux pas vraiment épargner, en fait. Ça, c'est un problème. Tu vis effectivement souvent de l'endettement parce que, évidemment, comment dire, comme tes taux d'intérêt sont quasiment à zéro, voire négatifs, bah, tu es incité à emprunter. Et bref, c'est pas bon, effectivement, pour l'économie, en fait, de faire de la déflation est une mauvaise chose, hein, parce que ça perd du pouvoir d'achat, etc. T'es pas incité, si tu veux, à investir, en fait. Donc, c'était un gros problème. Et en effet, bon, alors là, ça y est, ça remonte très légèrement. Les taux d'intérêt ont dépassé, je crois, les 2% sur les obligations du gouvernement du Japon, ce qui peut être par contre un certain risque, hein, parce que c'est vrai que comme la charge de ta dette augmente, et ben, c'est vrai que le taux d'intérêt bah, va faire en sorte que tu vas devoir augmenter les impôts quelque part ou trouver une solution pour payer ces intérêts quelque part, ou sinon tu vas être obligé d'emprunter pour repayer tes intérêts, tu vois. Donc c'est comme un cercle vicieux de la dette et au final tu t'en sors jamais. Donc ça c'est un problème.
Mais en effet, c'est ça. C'est compensé effectivement par des atouts économiques, une certaine stabilité d'un point de vue juridique, surtout d'un point de vue aussi géopolitique versus les autres pays asiatiques, hein, puisqu'on sait que en ce moment les tensions entre la Chine et Taïwan, bah, ça fait que les investisseurs sont assez frileux envers Taïwan, ils sont assez frileux, même très 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 frileux envers Hong Kong, envers les bourses de Shanghai, etc., qui sont déjà, on le sait, soumis à des quotas d'investissement, ainsi que des contraintes, on va dire, d'investissement un peu plus approfondies que quand tu investis, par exemple, au Japon, tu n'as pas de contrôle de capitaux. Donc c'est vrai que c'est un vrai atout pour ça. Et je pense à un autre point, puis là, après ça, peut-être tu pourras rajouter d'autres points si t'en as, JP, là, mais ce que je trouve intéressant avec le Japon, c'est que, ok, ils ont un endettement public plus élevé, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que la plupart de la dette japonaise n'est pas détenue par des étrangers, alors que c'est plus de la moitié aux États-Unis de la dette qui est détenue par des étrangers, par des investisseurs internationaux. Notamment la Chine, qui est le premier investisseur, on va dire, dans la dette américaine, et ce de quand même depuis quelques années quand même. Et ben alors qu'au Japon, bah, ça représente que seulement 8% en fait de la dette publique qui est détenue en fait par des investisseurs étrangers. Alors ce qui fait que bah, tu es beaucoup plus souverain en fait dans tes décisions quand ton endettement en fait t'appartient toi-même, tu vois. Donc c'est ce côté aussi un peu conservateur du Japon qui fait que aujourd'hui bah, ça fait sa force dans des périodes où il y a un peu plus de turbulence. Et puis on le sait, je pense que le système qu'on avait déjà parlé, du fameux Keiretsu, euh, fait en sorte, si tu veux, que oui, tu as des changements qui sont un peu plus lents effectivement à adopter. Tu es un peu moins focusé sur la croissance. Mais il y a un système d'entraide économique entre les différentes entreprises qui fait que tout le monde est gagnant-gagnant, si tu veux, à investir soi-même dans les propres entreprises et, si tu veux, faire en sorte un espèce de welfare state, donc je sais pas comment appeler ça là, mais comme un système de bienveillance, si tu veux, partagé entre les différentes entreprises, qui fait que bah, le climat économique reste quand même assez confortable, tu vois, malgré que, on l'a bien dit, ils ont traversé la fameuse décennie perdue dans les années 90, puis quand même 2 années, 20 années où ça a été compliqué, malgré les tentatives de relance. On avait déjà parlé des fameux Abenomics, là, donc, qui avaient été lancés par le défunt Shinzo Abe, qui d'ailleurs a subi une mort tragique il y a un an, là, donc c'est assez enfin, paix à son âme, là, si qui rigole pas. Je suis désolé, là, je rigole, là, mais c'est horrible quand même ce qui est arrivé, là. Donc, bref, je sais pas si tu as d'autres points à rajouter, JP, ou. Ouais, mais tu sais, je pense tu l'as soulevé, là, le système des Keiretsu, on en parlait à l'époque comme étant un truc, c'est un peu un bloc qui bouge pas beaucoup lorsque des opportunités de croissance au niveau de l'économie, c'est sûr que ça limite un petit peu, mais lorsqu'on a un contexte où l'inflation peut être élevée, je pense que c'est bien d'avoir ces interrelations entre différentes compagnies à différents niveaux également de la chaîne de production. Ça leur a permis justement d'atteindre de l'inflation un petit peu plus élevée, mais de ne pas non plus perdre le contrôle comme ce qu'on subit un petit peu présentement en Occident. Et oui, effectivement, je pense que il y a clairement un intérêt. Tu parlais de la dette, je pense que c'est pertinent de le soulever. Et pertinent également de voir que ben, cette dette-là, oui, les taux peuvent avoir augmenté, mais est-ce que l'inflation et les taux pourraient encore retourner vers le bas? C'est un peu un bet qui peut être fait par certains investisseurs. Donc, on sait que Berkshire investit dans des compagnies, investit dans les fameuses Shogo Shosha, là, le segment, si on peut dire, financier, ou les places boursières, entre guillemets, liées aux différents Keiretsu. Mais c'est sûr que même dans le fixed income, dans la dette, il y a il y a des opportunités et des intérêts quand même significatifs de faire justement un bet au niveau de la dette japonaise qui est disponible, tu l'as dit, euh, qui n'est pas déjà détenu à l'intérieur du pays. Donc, intéressant, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais c'est le fun de voir que le modèle fonctionne. Je ne dis pas qu'on va soudainement revenir à tout apprécier le système des Keiretsu, etc., et que ça va reprendre son penchant en Amérique du Nord, mais je pense que c'est quand même intéressant de voir le contexte, et c'est pas mauvais, encore une fois, c'est une économie développée qui a besoin de reprendre. Encore une fois, un peu comme on dit toujours, maintenant va être au niveau des politiques du gouvernement ainsi que de la Banque centrale japonaise de s'assurer que, ben, une fois que le retour, si on peut dire, économique qui ne va pas se maintenir, là, dans notre contexte ici, ça va être bien, là, ça va être la baisse de l'inflation et des taux d'intérêt. Lorsque l'économie va reprendre un peu des voiles à travers le monde, c'est là qu'il faut que le Japon ne se retrouve pas encore une fois en déflation, là. Donc, on verra si ça peut être maintenu. Mais présentement, profitons-en. Et je pense que Berkshire
quand même assez porteur. Souvent, quand Buffett sort avec quelque chose, souvent plusieurs personnes vont suivre, donc à voir. C'est pas mauvais du tout. Ouais, Donc, bah, c'est. ouais. Si je peux rajouter 2 points avant de rendre l'antenne, JP, je pense que ce qui est intéressant en fait aussi à noter, en fait, c'est ça, comme tu l'as dit, bah, faire des comparaisons effectivement avec le système européen aussi, parfois pertinent, hein, puisqu'on sait que ce système de Keiretsu, d'un certain point de vue, existe en fait en Europe, avec surtout en Allemagne. On sait que le système allemand est un peu comme ça, le fameux coopératisme allemand avec les syndicats qui ont une portion, etc. Et ben on peut s'inspirer en fait pour faire parfois pour promouvoir en fait des idées qui sont un peu plus intéressantes et puis des formes de gouvernance aussi qui sont différentes. C'est vrai que c'est un attrait effectivement du Japon pour ça. Et je pense aussi ce côté un peu pépère conservateur est pertinent en fait. Même si bon, ça n'a pas toujours réussi au Japon, et ben on voit que ça peut fonctionner sur le long terme parce que même en termes de rendement pur, et ben le Nikkei, tu vois, sur les 10 dernières années, il fait quasiment autant que le S&P. Donc au final, est-ce que ça vaut le coup de vraiment s'embêter avec effectivement un climat avec beaucoup de volatilité, parce qu'il y en a quand même sur les indices nord-américains avec les secteurs parfois un peu plus risqués, on va dire, de l'économie, donc notamment technologie, la biotech, etc. Et pas se focuser sur de la valeur, sur un indice valeur, par exemple, qui va rapporter quasiment autant, qui est comme bon, après, le Nikkei est quand même diversifié, il y a un peu de tout là, mais ça reste quand même une bonne base de comparaison que je trouve intéressante. Désolé pour la petite interruption. Excellent. Donc, c'est ce qui met un terme à l'épisode d'aujourd'hui. Merci, comme toujours, Gab, pour ta participation. Ça fait plaisir. Merci tout le monde pour vos écoutes également. Donc, comme à l'habitude, on ne change pas la recette gagnante juste avant la fin de cette troisième année, là. Donc, vous pouvez nous retrouver sur la plateforme clé pour les partages publics de commentaires, donc sur YouTube. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à mettre la cloche pour avoir les notifications. Tout commentaire public dans la zone commentaires, idées de sujets, comme Gab le disait, là, des commentaires sur sa voix et sur son état, des commentaires sur Lance Stroll, ça va me faire plaisir de les lire également. Si j'ai également des fans de F1 qui nous écoutent, donc je prends tout commentaire négatif sur Lance avec volontiers. Ceux qui veulent également faire des idées de sujets, etc., même qui ont peut-être des points que vous voudriez qu'on parle pour le dernier épisode de la saison 3, n'hésitez pas également à utiliser l'adresse courriel que Gab met dans la zone de description de l'épisode. Et sinon, pour la majorité d'entre vous qui nous écoutez sur les plateformes audio, vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etc. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à faire toute forme de like, etc. si vous avez apprécié le contenu. Le référencement numérique est clé, mais aussi n'hésitez pas à le partager à vos amis, vos proches. D'ailleurs, n'hésitez pas à le mousser d'ici à la prochaine semaine. L'épisode devrait être assez bon pour la fin de la saison 3. On sait que c'est également des épisodes forts et comme on l'a dit, on va essayer d'aller ramener certains des moussaillons de l'époque là, qui vont pouvoir faire une contribution là, spéciale. Donc on prépare ça. Je vais commencer à envoyer des textos dès qu'on clôture cet épisode. Mais sachez qu'on apprécie toujours et on espère que vous serez, que vous serez des nôtres pour la fin de la saison 3. Donc merci tout le monde et bonne semaine. Bonne semaine tout le monde. Salut.